Donc merci beaucoup pour cette gentille introduction. Merci aussi à ceux qui nous accompagnent, General Electric, avec qui j'ai travaillé et sur certains, sur le volume pulmonaire, mais que je vais assez peu vous présenter ici pour essayer de rester sur de la prise en charge. Merci aussi à Léo qui est là. Et je suis très heureux de venir ici parler, parce que j'ai été interne ici. J'ai endormi des patients dans mon passé d'anesthésiste. C'est le seul endroit où j'ai remplacé, donc je suis très heureux de venir ici vous parler. On va commencer tout de suite. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de physiologie respiratoire. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette présentation, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je ne vous vois pas du tout, parce que j'ai un projecteur dans la figure, mais si vous avez des questions, je pense qu'on doit pouvoir faire un bruit, comme ça je le saurai. J'ai des liens d'intérêt, j'aime pas parler de conflits, j'ai des liens, et ces liens d'intérêt, ils sont, je ne gagne pas d'argent, mais c'est des liens qui nous permettent d'animer le réseau que j'ai appelé RIR, Inter-Réanimation Sud-Est, auxquels certains d'entre vous viennent de temps en temps. Je les remercie, et on fait beaucoup de biblios, de l'enseignement. On a fait une grosse étude, je trouve qu'elle est grosse puisqu'on a inclus quand même 450 sepsis plus vite qu'en faisant de l'international, en restant dans notre département. Et donc j'en suis très fier, et donc je tiens vraiment à remercier les partenaires qu'on a. Et maintenant, commençons. Alors la ventilation normale, je suis désolé, il va y avoir quelque chose un peu simple, mais quand j'inspire, je fais une inspiration active, je tire sur mon diaphragme. Quand je tire sur mon diaphragme, ça fait une pression négative à l'intérieur de mon thorax, et c'est ça qui fait rentrer de l'air. D'accord ? La ventilation qu'on faisait dans les années 50, c'était ça, c'était le poumon d'acier. Je mets un bonhomme dans un poumon, un aspirateur dessus, et en fait je crée une aspiration qui permet d'attirer son thorax et de faire rentrer de l'air dans ses poumons. Et c'est comme ça qu'on essayait de recréer la physiologie respiratoire. Alors moi, j'en ai jamais vu, mais pour ceux qui veulent en voir un, vous en voyez un très beau, qui est derrière ce jeune homme qui est dans The Big Lebowski, qui est un excellent film des frères Cohen, où il y a un très beau poumon test que je vous conseille de voir. Alors, la ventilation chez nous maintenant, elle est complètement différente, et vous allez voir que ça va entraîner les modifications pulmonaires contre lesquelles on va essayer de lutter. Alors, maintenant, pour faire rentrer de l'air dans les poumons, je suis obligé de pousser de l'air dans mes poumons, ce qui va faire une pression positive. Qui dit pression positive dit modification de l'hémodynamique, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et c'est ce qui va permettre de pousser de l'air dans les poumons, faire l'inspiration et essayer de faire ventiler le patient. Alors, premièrement, pour évacuer ça très rapidement, on doit parler aujourd'hui du SDRA. La première chose, c'est de parler diagnostic. Il y a juste une diapositive. Alors, la radio, quand on en est là, c'est important. Il faut des opacités bilatérales, mais ça peut prendre différentes formes de radiologie, et c'est difficile à diagnostiquer sur une radiologie. Et sur cette diapo, en fait, vous voyez que ça, c'était l'ancienne définition qui avait des limites, et pour laquelle, alors on ne voit pas très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est qu'on a essayé en fait d'avoir une définition plus précise. Parce qu'il y a quelque chose qui est rageant dans le SDRA, c'est qu'on l'a découvert, on l'a décrit en 1967, et de 1967 à 2010, cette définition, en fait, on n'arrivait pas à avoir d'études positives pour se dire on arrive à traiter mieux le SDRA que quand on l'a découvert en 1967. Il y avait une seule étude positive qui s'appelle la ARMA Study, où on a fait 6 versus 12 ml/kg, et où il y a beaucoup de gens qui ont dit quand même on a probablement entraîné une surmortalité en faisant des volumes trop importants, et on n'arrivait pas à faire des choses qui fassent avancer la recherche pour dire c'est comme ça qu'il faut prendre en charge. Et donc on a changé la définition pour lui donner 4 points majeurs. Le SDRA, pour en parler, il faut que ce soit aigu. Le patient qui a une hypoxémie depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, ce n'est pas un SDRA. Il peut faire un SDRA par-dessus, mais ce n'est pas ça.
Il faut des opacités bilatérales. C'est une maladie de l'ensemble du poumon. Ce n'est pas juste une hypoxémie avec une pneumonie. Une pneumonie franche lobaire aiguë à pneumocoque, c'est aigu, ça peut donner une hypoxémie majeure également, mais ce n'est pas un SDRA. Il faut que l'ensemble du poumon soit touché. Il faut que la PEP avec laquelle je mesure le rapport PaO2 sur FiO2 soit supérieur à 5, parce que pendant des années, on a inclus dans des études des patients qui étaient ventilés avec 0 de PEP, et donc on essayait de montrer des choses sur des gens qui n'avaient pas la maladie. Et il faut absolument exclure l'OAP. Alors, les plus anciens se souviendront de la Swan-Ganz. On ne fait plus du tout ça. On fait des échographies et on sait s'il y a des pressions élevées ou pas. Le diagnostic de SDRA, c'est ça. Et maintenant, on n'en parle plus. C'est un début aigu, je dois traiter la cause. C'est absolument nécessaire. Alors dans ce papier de 2012, c'est l'équipe de Jean-Louis Vincent, qui est un grand réanimateur belge que tout le monde connaît. Vous voyez que, en fait, entre 93-95 et 2006-2009, il a regardé quelles étaient l'origine de ces SDRA, et on voit bien que l'origine des SDRA a considérablement changé entre 93-95 et 2006-2009, avec de plus en plus de SDRA qui sont d'origine pulmonaire, des origines non pulmonaires, et de moins en moins liées à des hémorragies, et notamment à la polytransfusion. De quoi meurent ces patients qui ont des SDRA? Alors, première période 93-95, vous voyez que pour la moitié, ils mouraient de défaillance multiviscérale, et il y en avait encore beaucoup qui mouraient d'insuffisance respiratoire réfractaire, mais que sur la deuxième période, dans les années 2000, l'insuffisance réfractaire, c'était 7% des décès, et on ne meurt plus, actuellement, on ne meurt plus d'hypoxémie. Si on meurt, c'est d'autres choses, on meurt de la pathologie qui a entraîné éventuellement, mais on ne meurt plus de l'hypoxémie, et c'est une donnée importante parce qu'on est capable d'améliorer l'hypoxémie. L'enjeu majeur, c'est celui-là, c'est d'arriver à ventiler sans faire souffrir le poumon, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, parce que c'est un champ qui est très large, et avec l'idée qu'en ressortant d'ici, il faut en fait la seule chose sur laquelle on peut avancer quand on ventile en réanimation, c'est d'essayer de ventiler en faisant souffrir le poumon le moins possible. De toute façon, il va souffrir, mais il faut essayer de le faire souffrir le moins possible. Alors ici, à la suite de la définition de Berlin, on a regardé, donc j'en ai pas parlé, mais on définit le SDRA selon sa sévérité, sévère, modéré ou léger en fonction de l'hypoxémie. Et on a regardé, ici ils ont mis qu'est-ce qui est montré, pourquoi est-ce qu'on a du solide pour traiter les patients. Qu'est-ce qui est solide dans la littérature? Qu'est-ce qu'on peut recommander? De façon certaine, on peut recommander de faire des faibles volumes courants, 6 voire 8 ml/kg, avoir des PEP plutôt élevés pour les patients les plus sévères. Probablement en jaune, le niveau de preuve repose sur une seule étude marseillaise qui est quand même publiée dans le New England, mais c'est une seule étude, probablement curariser les patients pendant une période courte. On en est sûr, faire du décubitus ventral, et tout cela, HFO, ECMO, on a des doutes, et l'HFO, on n'en parle plus, entre-temps, il y a des papiers qui l'ont définitivement enterré, l'HFO c'est terminé. En revanche, vous voyez que pour les équipes qui savent, un patient qui est entre 200 et 300 de rapport PaO2 sur FiO2, on peut s'autoriser à faire de la ventilation non invasive. Alors notre problème, en fait, il réside principalement là, c'est que nos patients, ils sont... il s'est passé un truc au niveau lumière, vous avez éteint, c'est ça? D'accord, bon, c'est pas grave. C'est plus agréable. Et, vous pouvez rallumer si vous voulez. Donc, sédation... La sédation, je fais dormir un patient qui est sur le dos, qui est allongé. Le poids de son abdomen, à partir du moment où il est sédaté, le poids de son abdomen va venir comprimer son poumon, et il est normal d'avoir, alors on les appelle comme on veut, des atelectasies de compression, il est normal d'avoir une zone du poumon qui est mal ventilée parce que le patient dort, parce qu'il est allongé, et encore plus parce qu'il est en occlusion, parce qu'il est en réanimation, parce qu'on a essayé de lui remplir le tube digestif, parce que le chirurgien est allé
opérer son ventre, etc., c'est normal d'avoir un volume pulmonaire qui est considérablement diminué. Et pendant très longtemps, le volume pulmonaire, arriver à mettre plein d'air, suffisamment d'air dans les poumons, ça a été un de nos objectifs et qui probablement n'était pas le bon, ce que je vais essayer de vous montrer. Ici, vous avez des patients qui sont ventilés, PIP 5, PIP 10, PIP 15, sur un poumon normal, sur un poumon qui a été agressé primitif, inhalation de fumée, pneumonie ou une agression secondaire. Est-ce que tu peux peut-être pour définir la PIP Alors, P2EP, la PEP, la pression expiratoire positive, c'est la pression que je maintiens dans le circuit respiratoire en fin d'expiration. Je pousse de l'air en inspiration et je reviens en expiration avec un niveau de pression qui est maintenu dans les poumons. Ce qu'on voit, on voit des gens qui respirent en se faisant eux-mêmes leur pression expiratoire positive. C'est les BPCO très surdistendus qui inspirent et qui exhalent leur air en gardant les lèvres pincées, ce qui leur permet de garder de la pression à l'intérieur des poumons. D'accord ? Donc le but, c'est d'éviter un collapsus de petites voies respiratoires, donc lutter contre l'atelectasie. Et donc, on voit que quand je ventile un patient, ça c'est le patient de chirurgie, qui a un poumon normal, pour lui obtenir son volume pulmonaire de fin d'expiration, c'est-à-dire le volume qu'il doit y avoir dans les poumons en fin d'expiration, avec 15 de PEP, chez un patient qui est allongé et qui dort, je n'arrive même pas à lui donner son volume pulmonaire de fin d'expiration théorique. Alors tout ça, ça a été bien montré dans de multiples études et avec différentes façons de mesurer, scanner, hélium, lavage de l'oxygène, lavage de l'azote, donc ça fait partie des travaux qu'on a fait sur ce ventilateur. Et vous voyez qu'un patient qui est en SDRA, son volume pulmonaire ventilable, le même patient qui n'est pas en SDRA, il est environ à 2000-2500 de volume pulmonaire, ça dépend évidemment de sa taille, et il a quasiment 2 fois moins de volume pulmonaire ventilable à partir du moment où il est en SDRA. Alors, pour avancer un petit peu plus, ça c'est une EFR d'un patient qui ventile normalement, alors qui a son volume courant, le volume de réserve inspiratoire. Ok, réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire, j'expire au maximum de ce que je peux faire. Et ici, j'ai la CRF, qui est la capacité résiduelle fonctionnelle, qui est le volume qui est théoriquement mobilisable jusqu'ici et non mobilisable jusqu'à 0 de pression. Et ce volume est un volume qui nous intéresse particulièrement dans le SDRA parce qu'on suppose que toutes les alvéoles qui sont fermées, eh ben, c'est à peu près ici qu'elles se situent. Alors, ça, pour aller un petit peu plus loin, ici, je ventile un patient en ventilation contrôlée, on va dire. C'est du volume contrôlé. Alors, il n'y a plus de pile, si. C'est du volume contrôlé. J'insuffle, j'arrive ici à ce qu'on appelle la pression de crête. J'insuffle jusqu'en haut, pression de crête. Ici, il y a une petite pause en fin d'inspiration. Je vous la fais, la pause en fin d'inspiration. Là, je suis en pause. La pression qui est ici, c'est la pression qui est dans mes alvéoles, qui correspond à la pression de plateau. Alors ici, ce n'est pas un vrai plateau, ce n'est pas la vraie pression dans les alvéoles, mais on peut considérer que ça correspond à ça. Et c'est cette pression-là qui est particulièrement importante, parce que c'est de cette pression qui règne dans les alvéoles que va dépendre la souffrance des alvéoles, la distension des alvéoles. Alors ici, je vois que quand j'ai insufflé mon volume courant, j'ai généré la pression de crête, les pressions se sont équilibrées, je redescends jusqu'à l'expiration, jusqu'au niveau de pression expiratoire positive, et si j'enlève cette pression expiratoire positive, je descends jusqu'à la pression atmosphérique, nous on respire à la pression atmosphérique actuellement, et donc j'ai ce volume qui est un volume qui est trappé par les alvéoles. Ok ? On va en parler un petit peu plus loin. La pression qui est entre la pression de plateau
et la pression expiratoire positive, on l'appelle la driving pressure. En fait, c'est la pression motrice qui fait que je soulève ma paroi thoracique et qu'il y a de l'air qui rentre à l'intérieur des poumons. Alors, le b.a.-ba de la physiologie respiratoire, il est là. C'est quand j'insuffle, je génère une pression de crête. Toute cette partie de la courbe, la première partie de la courbe qui est là, correspond à la résistance. D'accord ? La résistance, elle se calcule très simplement au lit du patient. Pression de crête moins pression de plateau divisé par le débit. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. U égale RI. D'accord ? La différence de potentiel entre l'entrée et la sortie, c'est la loi d'Ohm. D'accord ? C'est la résistance. U égale RI, donc la résistance, U sur I étant le débit. Dans notre service, on met tous les patients, c'est le tarif, ils sont avec un débit qui est réglé à 60 litres par minute, 1 litre par seconde. Comme ça, en entrant dans la pièce, je vois la pression de pic et la pression de plateau, l'un moins l'autre divisé par 1, c'est facile. J'ai la résistance. La résistance, elle va dépendre de la taille du tuyau, évidemment. Si j'essaye de souffler dans une paille de McDonald's, ça souffle fort, j'ai une résistance importante. Si je souffle dans un gros tuyau, j'aurai peu de résistance. Ce qui va être le cas, notamment quand j'ai un patient qui est intubé sur une toute petite sonde. Je ne peux pas mettre un débit important sur une petite sonde. Donc ça, c'est pour parler de la résistance. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la compliance. C'est, en fait, ça s'appelle l'équation du mouvement. La pression résistive plus la pression élastique. Alors en France, on aime bien faire les choses à l'inverse comme toujours. L'élastance, c'est 1 sur la compliance. Mais en France, on aime parler de compliance, donc on préfère diviser le volume courant, divisé par la différence de potentiel entre les deux, d'accord, P plate moins PEP. Et là, je suis capable de mesurer la compliance de mon patient. Un patient qui va avoir peu d'espace ventilable va avoir une compliance qui va être abaissée. Alors ça, on va passer, parce que ça complique, c'est pas des humains, c'est des rats, pour parler de la ventilation mécanique. En fait, ce qu'on a compris, ça a 20 ans, hein, ces papiers, désolé, je pense que vous les avez vus beaucoup, mais si je ventile normalement mon poumon, il ressemble à ça. Si je ventile mon poumon avec des pressions qui sont élevées pendant 5 minutes, il est déjà bien abîmé, il est comme ça. Et si je le ventile pendant 20 minutes avec des pressions qui sont élevées, trop élevées, je tue l'animal et je le tue en lui détruisant les poumons. En 20 minutes de ventilation avec des pressions qui sont trop élevées. Alors si on regarde les effets de la pression et les effets du volume, en fait, c'est en regardant leurs rats, ils les ont ventilés soit avec des hautes pressions, des hauts volumes, des basses pressions, des hauts volumes, ou des hautes pressions et des petits volumes, et ils ont bien montré que le volume que j'administre, l'insufflation que je fais à chaque fois, est responsable de dommages alvéolaires qui sont importants. Donc, je dois absolument limiter le volume que j'insuffle au patient. Alors, j'ai mis un gâteau d'anniversaire, puisque l'année dernière, il avait 50 ans, le SDRA. Et c'est important, mais en fait, tout ça, c'est pour vous montrer que la publication Princeps, en fait, en 1967, ils avaient déjà écrit que positive end expiratory pressure was most helpful in combating atelectasis and hypoxemia. Déjà à ce moment-là, on savait ce qu'il fallait faire. Il fallait faire probablement des petits volumes, on a mis du temps à le comprendre, et surtout éviter la pression de revenir à zéro. Et quand les mêmes auteurs ont fait leur recherche sur les rats, ils ont fait ça sur plusieurs animaux d'ailleurs, en maintenant des petits volumes, en ventilant les patients avec des hauts volumes, haute pression sans PEP, c'est l'eau extrapulmonaire, c'est pour montrer la souffrance du poumon. On avait une souffrance du poumon qui était très importante. Mais si je fais haute pression et même des hauts volumes
mais en maintenant une pression expiratoire positive, j'empêche le poumon de revenir à 0 de pression, je le fais moins souffrir. Donc déjà, depuis des années, depuis 20 ans, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Maintenant, on va avancer dans un peu plus important dans la compréhension. Je sais que je dois faire des volumes relativement faibles d'insufflation, 6 à 8 ml/kg, et je sais que je dois maintenir une pression expiratoire positive pour éviter de revenir à 0. Et en fait, depuis quelques années, on a compris que ça ne suffisait pas juste de faire ça. Il faut arriver à trouver autre chose pour limiter la souffrance du poumon induite par ma ventilation. Le poumon a souffert de l'agression, de l'infection, de la pancréatite ou de la péritonite. Le poumon a souffert de ça, je dois limiter mon agression, je dois limiter mon passage. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de détailler. En fait, sur cette étude, sur 68 patients qui avaient des SDRA en termes de nouvelle définition, c'est-à-dire un rapport PaO2 sur FiO2 qui était inférieur à 300, ces auteurs, en fait, c'est un grand nom de la ventilation, Gattinoni, ils ont fait une image de scanner à 5 cm d'eau, pression expiratoire positive, je fais un scanner. Pression expiratoire positive, j'insuffle, mais je reste à 15 cm d'eau de pression expiratoire positive. Et je fais un scanner en fin d'inspiration, complet. Et je regarde chez mon patient qui est à 45 de pression, qui est une pression au-delà de ce que je dois faire, de ce qu'on a montré. Mais je sais, à 45 cm d'eau, je me dis, je peux voir quelles sont les zones qui sont non ventilées, les atélectasies des bases, on l'a vu tout à l'heure, mais qui sont réouvrables par la ventilation. Et en fait, ils ont regardé, ils ont dit, bon, ben, on va regarder les patients chez qui il y a un faible potentiel de recrutement. Donc là, je suis à 5 cm d'eau. Le noir, c'est consolidé, ça ne se recrute pas. Le blanc, c'est normalement aéré. Et en fait, je vois qu'il y a des patients qui ont les mêmes paramètres d'oxygénation et qui rentrent dans la définition du SDRA, que je les ventile à 5, 15 ou 45, la zone noire, elle reste noire. Je n'arrive pas, même en poussant comme un dingue, je n'arrive pas à mettre d'air dans cette zone-là. En revanche, ce que je fais chez ces patients-là, quand je monte jusqu'à 45 de pression, et c'est à peu près chaque insufflation, hein, d'accord, 30 fois par minute, 30 fois par minute, 60 l'heure et compagnie, hein, pendant des jours et des jours, je crée des zones qui sont hyper inflatées et qui sont surdistendues. Je peux séparer les patients en regardant ceux qui ont un haut potentiel de recrutement et eux, alors quand je ventile de façon plus importante la zone grise, c'est celle-là, de poumons potentiellement recrutables, ben quand je mets plus de pression, je n'ai plus de zones potentiellement recrutables. C'était des zones qui étaient blanches condensées au scanner, que j'arrive à ouvrir en mettant plus de pression. Et alors à ce moment-là, on était super contents, on s'est dit, bah, c'est la preuve qu'en regardant au scanner, on va les mettre au scanner, on va faire des scanners à différents niveaux. Et puis si je vois que j'ai un poumon qui est bien noir, plein d'air, je vais être content parce que ça va me montrer que j'ai mis de l'air. Il y en a qui... Le leitmotiv de l'époque, c'était « Keep the lung open », laissons le poumon ouvert. Et en fait, très rapidement, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut monitorer les ouvertures et les fermetures? Alors ça, c'est l'étude qui suit, c'est les 68 mêmes patients, et en fait, ils ont réanalysé leurs données, parce que c'était écrit en tout petit dans cet article du New England, ils disaient, c'était je crois même dans le supplément, les patients qui ont un haut potentiel de recrutement, ils ont une surmortalité. Alors ça n'allait pas du tout avec ce qu'on attendait, parce qu'on se disait, si je mets de l'air dans les poumons, c'est que je les sauve. Eh bien, pas forcément. Et en fait, on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait dans le tissu quand j'essayais de séparer et de comprendre ceux qui avaient un haut potentiel de recrutement. Et donc là, on voit que j'ai les mêmes pressions, hein, 45 de pression, alors 5, 15, et puis ici c'est fin d'insufflation quand je pars de 5 et quand je pars de 15. Et en fait, je vois que les zones non aérées
justement dans ces patients qui sont à haut potentiel de recrutement, j'ai une augmentation très importante de ce qu'on a compris comme étant des ouvertures-fermetures. C'est-à-dire que je regardais du statique, mais il a fallu se dire, chaque insufflation 25 fois par minute, j'entraîne de l'ouverture et de la fermeture. J'entraîne peut-être de la souffrance. Et effectivement, c'est dans cette étude-là où ils ont vraiment regardé en faisant des quartiles de recrutabilité, ils ont regardé en se disant, mais effectivement, plus j'ai une recrutabilité du poumon importante, plus j'avais du blanc qui est devenu noir en mettant plein de pression dedans, plus j'entraîne de mortalité. Et ils l'ont corrélé à quelque chose dont on va parler un peu après, qui s'appelle le strain. Alors ça plaît aussi aux cardiologues, le strain. Le strain, c'est la déformation du tissu. Et on sait que quand j'applique un stress c'est une variation de pression à un tissu, j'entraîne une déformation. Le stress est dépendant de la déformation du strain. Stress égale constante fois strain. Et donc on a commencé à chercher un petit peu de ce côté-là. Alors on s'est dit on va essayer de limiter les ouvertures et les fermetures. Et pour ça on a essayé de développer des concepts. En se disant, mon patient, il peut avoir une compliance qui est à peu près identique, mais il va y avoir quelque chose qui peut m'aider à mesurer le stress et le strain, la déformation, c'est la pression motrice. C'est-à-dire que ce patient à qui j'insuffle exactement le même volume courant, j'en ai un, je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, c'est parce qu'il a des poumons qui sont moins malades. Quand je lui insuffle son volume courant, sa pression de plateau, elle ne va pas être très élevée. Il y en a un à qui j'insuffle exactement le même volume, sa pression de plateau va être beaucoup plus élevée. Et cette différence entre pression de plateau moins pression de PEP, c'est la driving pressure dont on a déjà parlé, qui fait partie de la compliance. Vous vous souvenez, on en a parlé, c'est le fameux U égale R. Et donc un patient à SDRA, c'est ça. J'ai un poumon avec plein de zones qui ne sont pas très bien ventilées. J'essaye de mettre de l'air qui va passer un peu partout, mais qui ne va pas arriver à ouvrir le poumon correctement et qui va entraîner une driving pressure qui va être plus ou moins basse. Un VT identique peut générer des pressions différentes. C'est-à-dire que juste mettre 6 ml/kg de volume courant, ce n'est pas suffisant. Je dois mesurer ce que ça génère. Quand je règle un volume, je regarde la pression générée. C'est surtout ça qui nous intéresse. Quand j'ai un bas volume courant, je sais que je dois faire ça, je vous ai montré les papiers de Dreyfus tout à l'heure. Quand j'ai un bas volume courant, je suis ici, 6 à 8 ml/kg, que je mets une pression expiratoire qui est basse, je vais générer de l'instabilité alvéolaire, de l'ouverture et de la fermeture. Si je mets un très haut volume courant, c'est ce qu'on faisait dans les années 90-95, haut volume courant, 10 à 12 ml/kg, c'est parfois ce qu'on faisait, moi c'est ce que j'ai appris en commençant l'anesthésie en 2000, au bloc opératoire, on faisait ça, allez 10 ml/kg, pas de PEP, voire même zéro de PEP, et bien en fait pendant les 2 heures ou l'heure de la vésicule biliaire, je tirais sur les alvéoles, et potentiellement je faisais souffrir le patient. Alors si on revient à notre driving pressure, pour essayer de comprendre ce phénomène d'ouverture-fermeture, en fait en 2010 on n'en parlait pas, mais en fait j'ai un peu bricolé les données de ce papier pour arriver à comprendre. Vous vous souvenez, on avait regardé dans un premier temps les variations entre cette boule noire et cette boule blanche, cette boule noire et cette boule blanche, en se disant si je passe de 5 à 15 de PEP, eh ben, je diminue la recrutabilité, et donc la recrutabilité, je diminue les ouvertures et les fermetures. Et en fait, quand on regarde ici de la pression inspiratoire initiale jusqu'à la pression de plateau, c'est j'ai insufflé, j'ai la pression de plateau. En fait, alors c'est des données fausses, puisque je les ai bricolées là, mais je vois que les patients qui ont un faible potentiel de recrutement, Potentially Recruitable Lung, le PRL, ces patients-là,
ils avaient déjà des driving pressure qui étaient basses. Alors que ceux qui ont un haut potentiel de recrutement, ils ont une driving pressure qui est plus haute. Et on a montré que cette driving pressure, plus elle est haute, plus elle est associée à de la souffrance, à des lésions induites par la ventilation mécanique. Donc plus je ventile avec des driving pressure élevés, plus je risque de faire souffrir mon patient. Alors tout ça, ça a été en fait remis au goût du jour par Amato en 2015, qui a demandé à tous ses copains qui avaient fait des très grosses études qui étaient négatives. Elles étaient toutes négatives, ces études, en essayant de diminuer le volume courant, d'augmenter la pression pour essayer d'avoir des objectifs de pression de PaO2 qui étaient meilleurs. Et bien, toutes ces études étaient négatives, mais il les a toutes faites mouliner ensemble pour essayer de regarder si on ne pouvait pas avoir un témoin de la souffrance du poumon qui ne serait ni le volume courant, ni la compliance, ni la PEP elle-même. Et alors il a fait une analyse très compliquée de médiation. Donc initialement, pour aller vite, ils ont tout mouliné et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on arrivait avec cette analyse de médiation à s'affranchir de la pression expiratoire positive ou à s'affranchir du groupe volume courant, en fait, l'effet sur la mortalité, il existait, mais il est médié par la driving pressure. Probablement, la driving pressure, ce P plate moins PEP qu'on a sous le nez depuis le début, c'est un bon moyen de savoir comment va notre poumon et est-ce qu'il est en train de souffrir. Donc l'idée, c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est très smart. Et il a montré ce truc-là qui est... Donc ça, c'est tous les points des études utilisées, hein. Ça fait des milliers de patients en SDRA, ce qui est quand même pas rien. Alors je suis désolé, on ne voit pas très bien cette partie-là, mais en fait, ici c'est la mortalité. Donc en dessous, on arrive globalement à améliorer les patients quand ils ont des driving pressure qui restent inférieurs à 16-17. En revanche, que ce soit à cause du volume courant ou à cause du réglage de la PEP, si j'ai une driving pressure qui dépasse ces 15-16-17, là j'ai une surmortalité, 2 fois surmortalité qui est due à mes réglages. D'accord ? Le malade était déjà malade, je le rends plus malade. C'est un peu pour moi comme l'infection nosocomiale. Ce n'est pas possible qu'on reparte avec une infection qu'on n'avait pas initialement. On doit faire le maximum, en tout cas pour l'éviter. Et en regardant sur une très grosse étude de 2016 qui s'appelle LungSafe, en fait, on a montré là aussi que, alors là, c'est, je ne sais plus combien, je crois que c'est 6000 patients dans 50 pays avec de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud. On a montré que les patients qui avaient une driving pressure plus élevée, supérieure à 14 dans cette étude-là, ils mouraient plus et qu'on avait un effet qui paraît linéaire. Plus la driving pressure est élevée, plus la probabilité de mourir en réanimation est importante. Je peux faire quelque chose si j'arrive à jouer là-dessus. Alors, ici, c'est pour se faire plaisir. Donc, il y en a, vous avez peut-être vu des vendeurs de machines qui vous ont proposé ça en vous disant « Je suis capable de décarboxyler votre patient. » C'est-à-dire, votre problème, c'est la PaCO2. En branchant un cathéter de dialyse et en faisant un truc un peu compliqué avec des bicarbonates, un peu d'oxygène et tout ça, je vais pouvoir enlever du CO2. Et donc, si vous voulez, vous pouvez ventiler moins votre patient. On est d'accord ? Ventilation alvéolaire, c'est volume courant fois fréquence respiratoire. Si je diminue la fréquence respiratoire, il ne va pas se passer grand-chose. Si je diminue le volume courant à des niveaux très faibles, ça va diminuer ma driving pressure. Hein, on est d'accord ? Et donc, si je diminue ma driving pressure, peut-être que je vais arriver à sauver plus de malades, en tout cas à moins les faire souffrir. Et donc, dans ce papier, ils ont regardé des patients qui avaient des pressions de plateau qu'ils ont considérées un peu limites, c'est de la recherche clinique, il faut des patients incluables, etc. Ils les ont ventilés de leur mieux, et il y en a chez qui ils ont dit, bah, on va avoir une stratégie où on va essayer de baisser le plus possible le volume courant, et donc, si ils sont trop hypercapniques, on va brancher la machine pour leur enlever le CO2 en trop que l'échangeur pulmonaire n'arrive pas à enlever. Alors, ça ne marche pas. Hein. Mais, globalement, ça marche. J'ai un volume courant qui est à 6, je le baisse à 4. La pression de plateau, elle baisse de 28
jusqu'à 24. Donc là, je suis content, c'est mon objectif. Ça me permet d'augmenter ma pression expiratoire de 12 jusqu'à 16. Et le rapport PaO2 sur FiO2, globalement, il reste à peu près pareil. Et donc là aussi, j'ai bricolé. J'ai bricolé pour montrer que, en fait, je pars d'une driving pressure qui est quand même assez élevée, hein, puisque c'est des médianes. Bon, on part aller environ de 12, 28 moins 12, ça fait 16 de driving pressure. On est dans la limite d'Amato qui était attention, risque de surmortalité. Et puis là, je descends, allez, 25 moins 15, je suis plus qu'à 10. Donc globalement, j'ai diminué ma driving pressure. C'est du bricolage, hein. C'est juste pour faire une démonstration. Et donc, potentiellement, ça peut marcher parce que regardez, ici, c'est les niveaux d'interleukine 6. On fait ça de temps en temps dans le LBA pour essayer de voir comment souffrent les poumons. Donc AJ0 dans le groupe qui va pas bien, ils ont un niveau d'IL6 environ à 1000. Et puis quand on les met à J3, ils sont toujours à peu près pareils. En revanche, dans la 28 versus trans, les patients qui sont en écor à J3, eh ben, eux, ils sont restés au même niveau d'IL6 dans les poumons. Et donc, on se dit que ce truc-là, cette machine, peut potentiellement nous aider à faire baisser les niveaux de PaCO2 et donc les niveaux de driving pressure. On attend d'avoir plus de données, mais en tout cas, ça peut peut-être un jour nous aider. Je ne vous ai pas perdu là, c'est bon? Non? Je peux continuer un peu, puisqu'on peut aller, c'est un peu plus dans le détail là. Non? Bon, je vais essayer de faire rapidement. La compliance, en fait, c'est cette driving pressure, ou ce que je mets dans mes poumons. En fait, je mesure une pression à la sortie de ma sonde d'intubation, ce qui est bien, mais cette pression, elle ne reflète pas que ce qui se passe dans les poumons. Elle reflète ce qui se passe dans les poumons et ce qui se passe dans l'ensemble du système respiratoire. L'ensemble du système respiratoire, c'est mon poumon comme si je le sortais de la cage thoracique, plus ma paroi. Et je sais très bien que si je suis plus gras, plus petit, plus costaud, de pousser de l'air dans une petite mamie qui est toute fine ou dans un gros gaillard de 140 kg, eh ben, je vais avoir une compliance de la paroi qui va être très différente. Et donc, pour faire bien, il faudrait que j'arrive à savoir quelle est la part de ma compliance qui est liée au poumon et quelle est la part qui est liée à l'ensemble du système respiratoire. Alors, je ne sais pas si ça ne va pas être un peu complexe. Je vais passer ça, je pense. Bon, on sait depuis longtemps que de ventiler les patients à 6 ou 12 ml/kg, ça c'est la ventilation d'avant, ça c'est la ventilation théoriquement de maintenant, avec une pression à 5 ou une pression à 15, en fait depuis longtemps, et j'ai commencé par vous dire que toutes nos études, elles n'avaient pas marché pendant des années, très probablement à cause de cette zone grise en fait. Qu'on ventile les patients entre 6 et 12, 5 et 15 de PEP, en fait la déformation, le strain ou le stress que je donne aux poumons était dans cette zone grise. Et probablement c'est pour ça que je n'arrivais pas à différencier les patients pour pouvoir les traiter mieux. Et donc on cherche toujours un moyen d'arriver à les traiter mieux en essayant d'avoir des témoins de ce que je fais dans les poumons. Alors tout ça, c'est juste pour vous montrer que très probablement, la déformation que j'administre, il y a un seuil, il existe un seuil qu'on ne connaît pas encore chez tous les patients. Ici, je crois que c'est des poumons de cochon, mais je sais que si j'arrive à ne pas faire varier trop la déformation du poumon, je vais avoir des patients, pas des patients, là c'est des cochons qui vont vivre plus de 48 heures, quand tous les autres qui auront dépassé ce seuil qui était autour de 1,3 dans cette étude, seront morts certains à 12 heures à cause de ma ventilation.
parce qu'ils auront mal supporté la déformation que j'ai donnée au poumon seul. Alors, on y vient. La déformation, on s'intéresse beaucoup pour savoir est-ce que la déformation liée au volume courant est aussi importante ou aussi délétère que la déformation qui est liée à la pression que j'administre. D'accord ? Même si l'un génère l'autre, je dois essayer de me poser cette question. Et donc, ce schéma, en fait, explique très bien les choses. Si je génère mon strain, ma déformation, uniquement en donnant que le strain soit 100% dû au volume courant, je pars de 0 de pression expiratoire positive et je mets plein d'air jusqu'à générer le strain, jusqu'à générer la déformation. Je mets 75% du strain lié au volume courant, 25% lié à la PEP, 50-50, et le strain lié majoritairement à la PEP, c'est-à-dire haute pression et petit volume courant. Alors je sais, alors ça correspond en fait à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si j'arrive à utiliser cette méthode de bas, voire très bas volume courant avec des pressions expiratoires positives, même si je génère un strain qui est important à 2,5 pour lequel les cochons étaient tous morts initialement, j'arrive à lung weight au scanner, ne pas avoir d'exsudat pulmonaire et donc de souffrance pulmonaire majeure qui peut entraîner le décès. Je parle trop. Pour revenir sur la compliance, une compliance identique, une pression de plateau identique peut être due en partie à de la compliance liée au poumon, l'élastance lung, d'accord, plus l'élastance de la paroi, d'accord. Une même pression de plateau peut être d'origine surtout pulmonaire, voire pulmonaire plus paroi. Patient obèse. Il y a une démonstration qui est assez élégante de ça, qui elle aussi a près de 20 ans. C'est qu'à l'époque, on se disait que le SDRA d'origine pulmonaire était différent du SDRA d'origine extrapulmonaire. La pancréatite, la péritonite. Et en fait, on essayait de regarder l'élastance. Alors ici, je vous le répète, hein, c'est l'inverse de la compliance du système respiratoire. Elles étaient identiques, ces élastances. Alors, quelle que soit la PEP qu'on utilisait, ce n'est pas le problème. Mais en fait, quand on mettait notre sonde œsophagienne pour essayer de différencier la partie liée au poumon de la partie liée à la paroi, les SDRA qui étaient d'origine extrapulmonaire avaient des pressions qui étaient liées à la paroi beaucoup plus importantes. Alors, une fois qu'on le sait, c'est intéressant. Mais en fait, c'est surtout intéressant quand on regarde l'étude. Je vais passer ça. Quand on regarde cette étude-là, ils se sont intéressés à des patients qui étaient suffisamment graves pendant l'épidémie de grippe de 2009. Ça va s'éteindre, c'est ça? Non? Pendant l'épidémie de grippe, où ils se sont dit, c'est en Italie, c'est des grands ventilologues, les Italiens, ils se sont dit, ces patients, ils sont tellement graves, je me pose la question de les mettre sous ECMO véno-veineuse, c'est-à-dire la canule, c'est pas dénué de risque de faire de l'ECMO véno-veineuse, même si on maîtrise bien la technique. Et ils se sont dit, avant de les mettre sous ECMO, ces jeunes, on va essayer de leur mesurer la pression de plateau réelle liée au poumon. Tous ces patients-là, ils avaient une pression de plateau du système respiratoire, d'accord, celle qu'on mesure nous tous les jours en mesurant la pression à la sortie de la pièce en Y, qui était à 32, 29, 31, donc on était aux limites de ce qui était raisonnable, d'accord, dans les deux groupes. Et ils se sont dit, je mets ma sonde œsophagienne pour savoir quelle est la part du poumon dans cette pression de plateau, et donc quelle est la part de la paroi. Et ils se sont rendus compte que principalement, je crois qu'il y en a 8, 7, sur les 7, il y en a 5 qui sont obèses. Tous ces patients-là
qui avaient 31 de pression de plateau, en fait, ils avaient une pression de plateau liée à la maladie pulmonaire qui était relativement faible. Donc, ils se sont dit, on va se donner allez, 25 de pression de plateau d'origine pulmonaire. Ils ont augmenté la pression expiratoire de façon très importante jusqu'à obtenir 25 de pression de plateau, d'accord, pulmonaire, la pression du poumon. Tous ces patients-là sont passés sans ECMO. C'est-à-dire qu'en faisant de la physiologie respiratoire et en réfléchissant à ce qui se passait vraiment dans le patient, on est passé sans ECMO. Tous ceux-là, qui avaient déjà des pressions de plateau liées au poumon qui étaient majeures, je distendais le poumon déjà à ce moment-là, ont eu de l'ECMO avec la mortalité liée à l'ECMO, ce qui est 3 sur 7, il me semble, dans cette étude. Donc c'est intéressant. Je peux parler encore d'un truc ou pas ça... Non? Ouais. Alors, on essaye toujours de parler, de trouver un concept qui va nous permettre de comprendre. Parce que depuis le début, on essaye de se dire le problème c'est le volume courant, le problème c'est la PEP, le problème c'est la P plate, le problème c'est la driving pressure. Et en fait, tout ça, c'est pas bon. Et on arrive petit à petit à développer un concept qui, à mon avis, devrait unifier tout, qui s'appelle la puissance mécanique de la ventilation. Alors ça, on va passer, juste pour essayer de comprendre ça. J'ai mon patient, allongé, même curarisé sur son lit, et mon ventilateur. Je pousse de l'air dans mon patient, de l'air et de l'oxygène, un volume courant que j'ai mis relativement bas, 6 ml/kg. Je fais 1,90 m, mon volume courant, c'est maximum 480 ml. D'accord? C'est-à-dire que si jamais il y a des ventilateurs, on peut les régler à plus de 500 vos ventilateurs? On ne devrait pas. Non, je plaisante, mais globalement, je fais 1,90 m, c'est la taille de mon poumon. D'accord? Ce n'est pas mon poids qui est important, c'est ma taille. L'énergie totale délivrée quand je pousse dans mon patient, elle va se diviser en différents morceaux. Alors, il y en a une partie qui va être dissipée pour pousser la paroi thoracique. Plus, si j'ai une grosse paroi thoracique, que je suis obèse et que c'est difficile de la bouger, cette paroi thoracique. À la fin, il reste l'énergie transpulmonaire qui va être acceptée par le poumon, qui va être délivrée de façon dynamique. Je peux enlever la pression résistive du tube en inspiration. Je pousse de l'air dans une paille, et d'ailleurs on le voit de temps en temps, ça tire sur les tuyaux, d'accord? Il y a la compliance du tuyau qui se voit. Si j'enlève cette énergie-là, il va me rester l'énergie qui est réellement délivrée au poumon. Mais il y a aussi l'énergie que je peux retirer de la pression résistive expiratoire. Les voies aériennes qui sont un peu serrées, il y a de l'énergie dans le global que j'ai donné pour pousser qui va se dissiper dans la pression résistive expiratoire. Et l'idée de ces auteurs, c'était de dire, est-ce que vraiment la fin de l'énergie, quand j'ai enlevé tout ce qui est dans la paroi, ce qui est emmagasiné par le poumon, j'ai donné 100, j'ai enlevé, je sais pas, 40, plus encore 20, les 10 qui restent, est-ce que cette énergie qui est absorbée par le poumon, d'accord, est-ce qu'elle est à l'origine des lésions induites par la ventilation mécanique? Et alors, je vous passe l'histoire. Donc là, on parle de joules par minute. C'est sur des cochons qui sont en décubitus ventral. Et donc, on montre de façon assez claire que l'énergie qui est absorbée par le poumon, elle va être liée aux ouvertures-fermetures dont on parle depuis le début, à la déformation et aux inhomogénéités, ça j'en ai pas parlé, c'est un peu complexe, et que donc ces 3 points, l'énergie administrée par l'insufflation dépend de ça, d'accord? L'énergie que le poumon va emmagasiner et qui va se dissiper va dépendre de ces 3 points, et c'est donc en traitant probablement ces 3 points que j'arriverai à
essayer de faire mieux pour mes patients. Alors ça a été montré, deux études qui sont très, très importantes que vous connaissez, hein, c'est décubitus ventral et curarisation. Et en fait, on a montré exactement la même chose, je vais passer là-dessus, que le mechanical power, la pression que le poumon emmagasine, est clairement liée à la mortalité. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai encore plein de diapos si vous avez des questions particulières. Pour dire que finalement, le SDRA, c'est je crois le premier adage d'Hippocrate, c'est premièrement ne pas nuire. C'est en ventilant les patients sans regarder ce que fait le ventilateur que je vais le faire souffrir. Je n'ai quasiment jamais, j'ai même jamais parlé de PaO2. D'accord ? La PaO2, elle me sert au diagnostic. Mon objectif, il est de maintenir une saturation artérielle qui est compatible avec la vie. 88 à 92% de saturation artérielle. Plus, c'est du luxe et c'est même potentiellement un danger parce qu'en voulant faire plus, je vais plus tirer sur le poumon alors que je n'en ai pas besoin. Je dois limiter la pression de plateau parce qu'elle me permet de limiter la driving pressure. À mon sens, je pense qu'on doit mesurer la driving pressure, pas tellement pour avoir un chiffre, mais pour pouvoir le monitorer. Avoir un chiffre à un moment, ça ne sert à rien. Avoir un chiffre que je peux voir diminuer, ça me rassure. Que je peux voir diminuer quand je vais mettre mon patient sur le ventre, que je vais voir diminuer quand je vais le curariser éventuellement, ça a un intérêt. Ça va peut-être nous aider à définir la ventilation protectrice, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les patients sont de toute façon différents, et alors c'est une modélisation, ce truc-là, mais qui est pas mal. Il y a des patients qui vont être des recruteurs. Vous vous souvenez, on a dit c'est ceux qui sont finalement le plus à risque d'avoir les ouvertures et les fermetures. Et ceux-là, si je leur mets une pression expiratoire relativement basse, à chaque fois que je vais insuffler, je vais me mettre dans la zone instable. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Le patient qui est un recruteur, en fait, il faut plutôt s'en méfier, alors qu'avant, on était content de pouvoir lui mettre plus d'air dedans. En revanche, celui qui est non recruteur, la zone safe, elle est difficile à avoir. Elle est difficile à avoir parce que dès que j'augmente la pression expiratoire positive et dès que j'augmente le volume courant, je vais augmenter mes volumes intrapulmonaires et donc le strain et la déformation de ces patients qui n'acceptent pas le recrutement. À mon sens, c'est ma conclusion et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, observer, c'est-à-dire monitorer, mesurer, faire des mesures de pression, les répéter, apprendre aux infirmières à les faire, c'est-à-dire faire une pause téléinspiratoire, faire aspirer avant d'avoir fait ce qu'il faut, ne pas aspirer pour ne pas dérecruter, etc. Limiter le volume courant, limiter la paix plate, observer les courbes pour limiter les asynchronies, ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Et ça, c'est pour la suite, idéalement, une sédation minimale et monitorée pour essayer de ne pas faire dormir trop longtemps les patients, parce que le mieux qui puisse se passer, c'est que le patient se mette à tousser et vide ses poumons beaucoup mieux que ce qu'on arrivera à faire. Voilà. Ça, c'est ma dernière diapo, même si j'en ai plein d'autres si vous avez des questions. Juste pour vous dire qu'on a fait cette énorme étude LungSafe, c'est des milliers de patients, et que nul n'est prophète en son pays. On a en France le réseau d'études de la ventilation, où on s'est tous dit, allez, on va participer dans cette grande étude internationale. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai rentré des patients tous les jours en SDRA, le volume courant, etc., combien ils avaient de pression de plateau. Et donc, chez des gens qui s'intéressent à la ventilation suffisamment pour se taper des CRF à écrire et tout ça. C'est du temps et ça ne rapporte rien. Hein. C'est juste de comprendre comment ça fonctionne et c'est déjà pas mal. Vous voyez que, allez, je ne me souviens plus du chiffre exactement, mais c'est une petite moitié des patients pour se faire plaisir chez ces gens qui se targuent de faire attention à la ventilation. Ils étaient ventilés à 8 ml/kg, P plate inférieure à 30.
Tous les autres points là, c'est des patients qui dépassent largement les 8 ml/kg, largement les 30 de pression de plateau, alors que ça, on en parle depuis 15-17 ans. Donc tout ce que je vous ai expliqué de mechanical power, strain, driving pressure et tout ça, c'est à condition qu'on soit capable déjà de se mettre dans cette zone-là qui est la safe zone. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, on peut parler de DV, de... Non ?